Donc, bienvenue à la sprint review du sprint 10 d'EasyParse. Bienvenue aux gens qui sont en ligne, Dominique Rouget, Thomas Joulot. Donc, l'intitulé du sprint aujourd'hui, c'est MVP de synchronisation des PKB. C'est un petit peu barbare comme titre. C'est juste pour dire que on va dans ce sprint, on s'est consacré à mettre en place tous les éléments de base, donc MVP pour produit minimal viable, qui permettent de faciliter le plus possible la synchronisation des bases de connaissances, donc tout ce qui concerne les parseurs et les tables de correspondance avec les parseurs des plateformes éditeurs. Donc un des buts du projet, c'est de permettre la collaboration entre les différents intervenants. Et donc, la synchronisation des bases de connaissances, ça peut être un des points clés qui fait que on mutualise au mieux tout ce qui est fait autour d'EasyParse. Donc c'est le thème principal de ce sprint. Le principe de la sprint review, c'est que on montre quand même tout ce qu'on a fait au cours du sprint. Et au cours du sprint, même si le thème principal c'était la synchronisation des PKB, il y a eu pas mal de choses en fait qui ont consisté à préparer pas mal d'opérations futures. On a préparé de la mise en production, donc on a créé des URL avec Couperin pour pouvoir disposer d'une plateforme de pré-production. On a préparé aussi pas mal la communication parce que on va arriver dans une phase où il va falloir faire de la publicité autour d'EasyParse. Donc en particulier les virets, la démonstration. On a aussi travaillé sur ce qu'on appelle le render Excel, c'est-à-dire l'exploitation des résultats. En fin de sprint review, si jamais on a le temps, peut-être qu'on montrera la dernière version. Et puis on a programmé aussi une réunion du comité technique le 21 novembre, et donc là qui rassemblera en fait les décideurs des partenaires. Des différents partenaires sur le projet, au niveau UL, au niveau Couperin, au niveau INIST. Et donc on a préparé cette réunion. La dernière fois, à la dernière sprint review, j'avais insisté pas mal sur le fait que on était en attente, d'analyse de plateforme. Et là, je dois dire que je suis particulièrement satisfait parce que on a été entendu et il y a eu pas mal d'analyses de plateformes qui ont été réalisées, ce qui nous a permis par la suite de développer des parseurs correspondants. Donc en fait ce MVP de synchronisation des PKB a demandé aussi de faire pas mal un gros travail d'exploration technique, en particulier pour faire fonctionner l'authentification avec GitHub, le système de gestionnaire de version qu'on utilise. Et donc en deuxième partie de Sprint Review, Yannick vous montrera en fait ce qu'il a fait. Et c'est lui qui a passé pas mal de temps aussi à explorer les pistes qu'on pouvait utiliser pour vraiment faciliter cette synchronisation. Donc, je signalais qu'il y avait eu un gros travail de fait sur l'analyse des plateformes. Donc là, on a le lien, on a réorganisé
la page qui répertorie en fait les plateformes à analyser, enfin analyser et à analyser, avec aussi là où figurent les parseurs qui sont faits. Donc on a essayé de la rendre plus lisible, de mettre un peu d'informations concrètes pour pouvoir travailler en collaboration. Donc si vous vous rendez sur la page, vous verrez où on en est. Hein. Elle est mise à jour tout à fait régulièrement. Pour faciliter encore l'analyse, on a mis en place aussi un formulaire. Un formulaire d'aide à l'analyse d'URL. Donc le gros travail, une partie du travail de l'analyse des plateformes, c'est donc de parcourir la plateforme de l'éditeur, d'identifier les ressources à analyser, qui sont consultables, et de regarder la composition de l'URL qui mène à la ressource, et de décomposer cette URL et de mettre cette analyse sur le wiki analogiste. La syntaxe wiki n'est pas forcément évidente, et donc via ce formulaire là que vous voyez à l'écran, on peut en fait préparer la syntaxe wiki. Donc, je vais faire un petit exemple. J'ai préparé ça. Donc là, en fait, si on se rend sur la page qui correspond à cette ressource, donc là, c'est une page de la plateforme Annual Review. Donc là, j'ai pas eu d'identification parce que je m'étais déjà identifié. Donc je tombe là sur un résumé. Donc on voit que c'est un résumé en HTML et on voit l'URL en haut là dans la barre. Donc cette URL, eh ben, on la prend, on la copie, on retourne sur quelle est la fenêtre ici? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'ai mis dans une autre fenêtre. Mais voilà, j'avais bien fait. Et là, on colle l'URL et aussitôt, via le formulaire, cette URL est décomposée et la syntaxe wiki est préparée. Donc après, on n'a plus qu'à mettre éventuellement un commentaire. Ce commentaire va être aussi inséré. Il ne restera plus qu'à copier la partie du texte et l'insérer dans le wiki. Donc je ne vais pas faire toute la procédure, hein, mais c'est pour dire que on a facilité le travail de façon, donc je rappelle, à rédiger ce type de page. Voilà. Donc là, si on se met ici par exemple en édition, je ne suis pas connecté sur, c'est pour ça qu'il ne me propose pas, mais ça permet de construire donc ces blocs d'analyse de plateforme. Voilà. Donc je pense que ça c'est un apport considérable au niveau de l'analyse des plateformes. Donc au cours de ce sprint, il y a eu 4 plateformes qui ont été analysées. Bon, il y en a encore d'autres en cours. Donc GeoScience World, Annual Review, Cambridge University Press et MetaPress. Donc on a écrit des parseurs, on a aussi écrit des parseurs à partir des analyses qui ont été réalisées. Donc les parseurs concernant ACS, il y a eu une mise à jour concernant Springer. On a commencé le parseur de JSTOR, mais bon, c'est pas évident en fait parce que la structure de la plateforme JSTOR se prête mal à l'analyse. On verra bien, on verra si on réussit à améliorer les choses. GeoScience World et Annual Reviews. Donc, on est à 14 plateformes reconnues aujourd'hui, je crois, avec EasyParse. Donc, à chaque fois, on conçoit des tests qui vérifient que les parseurs
correspondent bien à l'analyse qui a été faite. Donc on a des fichiers de test, mais malgré ça, je pense qu'il est quand même, il serait quand même bien d'avoir un retour par rapport à concrètement, est-ce que on analyse bien les bons événements de consultation pour les plateformes qu'on sait reconnaître. Donc là, ça serait bien qu'il y ait un retour éventuellement utilisateur pour voir si ça paraît cohérent les résultats qu'on obtient par rapport à des fichiers de log. Donc ça, c'était la partie, en fait, la tâche de fond qu'on aura toujours sur chacun des sprints, l'analyse des plateformes et l'écriture des parseurs. Donc là, j'en arrive au... Oui. Dominique, je peux faire une remarque. Dans la démonstration que vous faites et dans le formulaire, vous copiez souvent l'URL qui se trouve dans l'adresse du navigateur. Mais oui. en fait, dès que vous avez des iframes, c'est plus tout à fait cette URL-là qu'il faut tout à fait, je vois ce que tu veux dire, oui. Et bon, il y a eu le cas pour iWire, j'ai vu le cas aussi chez OSA. Donc, il y a des plateformes où ils utilisent des iframes, et là, il faut faire attention à quelle URL on prend, quoi. Oui, c'est une très bonne remarque. Alors, je pourrais la compléter en disant que... Je pourrais la compléter en disant, après je te passe la parole Thomas, compléter en disant que en utilisant aussi le petit bouton droit sur la page par rapport à des liens qui existent dans la page, on peut le faire. Et on a prévu aussi, on a une story qui consiste à pouvoir visualiser aussi ce qui se passe quand on clique sur un lien par rapport à d'autres soucis que tu avais évoqués par rapport au fait que ce qu'on voyait dans le navigateur, c'était pas forcément ce qui se passait réellement parce qu'il y a une redirection, etc. Et donc, on va essayer de mettre en place un mécanisme qui nous permettra de voir ce qui se passe réellement dans les logs au moment où on fait quelque chose sur le navigateur. Oui, c'est sûr, très idéal. Ouais. Donc, Thomas, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais simplement soutenir Dominique dans sa remarque, et puis effectivement, je ne me rappelle plus si dans la, désolé de cette imprécision, enfin je ne me rappelle plus si dans la doc qui est donnée aux utilisateurs, il est bien fait mention du fait que l'analyse doit partir des logs, enfin en grande partie, quoi, et pas seulement de ce qui s'affiche dans le navigateur, mais... Oui, où on peut travailler avec des outils comme Firebug ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il faut peut-être dans la doc le spécifier. Le mieux, c'est encore des extraits de log, parce que... il n'y a pas toujours accès. Oui, voilà, parce que oui, effectivement, tout dépend des relations qu'on a avec l'administrateur d'EasyProxy. Bon, ici, elles sont excellentes. C'est vrai que ça facilite un petit peu les choses, mais... Bien sûr, l'idéal, c'est de voir en direct les logs quand on fait une opération et de voir en direct les logs. C'est bien sûr l'idéal. Oui. Alors, Bruno voulait dire quelque chose? On n'entend pas du tout Bruno. Alors, je vais devoir y aller. Je suis désolé de vous quitter. Merci pour ce début de présentation. Oui, alors, il y a un outil qui existe sur Firefox qui s'appelle Tamperdata et qui, en fait, permet de faire ça directement, c'est-à-dire de voir tout ce qui passe en ligne quand on lance une requête. Voire même celles qu'on ne lance pas du tout, c'est-à-dire les trackers de Google, etc., on les voit passer aussi. Ok, moi j'utilise Firebug, et là c'était quoi l'outil? Tamperdata, T-A-M-P-E-R-D-A-T-A. Tamper, d'accord. Donc là, on a passé un peu de temps sur la partie tâche de fond du sprint. Donc, j'ai entamé la partie, le vrai thème du sprint, qui était donc la mise à jour des PKB. Alors, pour résoudre la problématique de la mise à jour des PKB, là, il y a un petit schéma qui représente en fait comment on envisage les choses entre les différentes instances. Donc sur la gauche, là, on a les instances locales et puis sur la droite, l'instance nationale.
En fait, l'objectif, c'est de passer par notre gestionnaire de version. Donc là, c'est GitHub pour gérer en fait les mises à jour. Pour ça, donc, ça nous a demandé, on a eu une réflexion à propos du code, des parseurs, des PKB, et ça nous a amené en fait à améliorer encore la séparation des modules. Et donc là, avec cette copie d'écran de GitHub, on voit que on a séparé donc tout ce qui est code EasyParse, code propre à EasyParse, et puis donc les PKB, les tables de correspondance entre les identifiants éditeurs et puis les identifiants normalisés, et puis tout ce qui est parseur, de plateforme. Ça a plusieurs avantages. Ça permet de mieux gérer les choses au niveau des droits, au niveau des modifications. En particulier, par exemple, là, on peut voir l'historique. Quand on passe par GitHub, on voit l'historique de ce qui s'est passé, là, par exemple, sur tous les parseurs. Bon, après, c'est les commentaires que nous, en tant que développeurs, on met à chaque fois qu'on fait un commit. Donc, c'est pas très parlant, mais enfin, pour monsieur tout le monde, mais ça permet de retrouver l'information et de voir les évolutions. Pareil pour les PKB. Voilà, on peut voir s'il y a eu des mises à jour sur tel PKB. Bon, ça c'est la partie brute. On verra tout à l'heure avec Yannick qu'on a mis, donc grâce à ces mécanismes-là, on a préparé une petite interface qui peut permettre de générer automatiquement les mises à jour. Donc, je reviens à mon écran. Pardon. Il y a un point important aussi qui est que quand on fait une analyse, qu'on a besoin d'une PKB, la première version de cette PKB peut être longue à faire, donc on va essayer, et même les mises à jour peut être fastidieuses, donc on va essayer d'automatiser au maximum la conception des PKB, et pour ça, on a mis au point. Donc Stéphane a travaillé sur le scrapper Springer, sur ce sprint en particulier. Et puis donc il a aussi montré à Cécilia comment on pouvait opérer pour, à partir en fait de pages HTML qui sont disponibles sur les sites des éditeurs. Genre par exemple ici sur le schéma il y a la liste des titres de Springer. Donc on a l'URL des titres de Springer et ce qu'on appelle le scrapper, donc va analyser en fait le contenu de la page HTML et puis parcourir une liste éventuellement de titres et puis aller rechercher les informations qu'on peut avoir sur la revue et donc extraire cette information pour le mettre directement dans le fichier PKB. Donc là on voit par exemple l'exemple avec Springer, il y a des pages, donc on parcourt toutes ces pages et pour chaque journal on va aller rechercher le titre, le PID, l'ISSN, l'ISSN est éventuellement l'URL qui a permis d'aller jusqu'au journal, jusqu'à la revue. Voilà. Ça, c'est de la lecture de code et de l'extraction d'informations à partir du code de la page HTML. Voilà, on analyse la page HTML. Donc là, actuellement, c'est des scripts qui tournent en JavaScript, avec Node.js. Donc le module, pour ceux qui s'intéressent, c'est Cherio, c'est ça, on prononce comme ça, Stéphane? Cherio, voilà, qui permet en fait d'explorer la page HTML et puis via les CSS, vous allez, les sélecteurs CSS, d'extraire l'information. Ok, mais ça veut dire que c'est une deuxième partie de choses que vous allez devoir mettre à jour comme les parseurs si la plateforme évolue. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment spécifique à une plateforme. Mais bon, c'est pour faciliter le travail. Non, j'ai pas prévu de faire une démo parce qu'on risque d'être court en temps en plus. Donc là, en fait, on a déjà des scrappers pour Springer, pour ACS, pour Kern. Alors, pour compléter la remarque de Dominique, là, qui disait qu'on allait être obligé de maintenir. Au départ, on n'avait pas prévu de faire ça.
de faire cette partie-là. Mais on se rend compte que c'est assez pratique et c'est pas forcément très lourd à partir du moment où c'est disponible sur les sites des éditeurs. Donc, bah, comme c'est pratique, on le fait, on s'en sert. La maintenance, bah, effectivement, il y aura de la maintenance, on le fera si on en a besoin. On essaiera d'être Scrum à ce niveau-là. Voilà. Donc on en arrive à la partie un peu plus cœur du sprint. Là, je vais passer la main à Yannick, qui va nous montrer, en fait, ben, on a un peu modifié l'interface sur Analogist, enfin d'EasyParse, via le formulaire, puisque pour pouvoir gérer la mise à jour des PKD, eh ben, on a mis en place des mécanismes d'authentification pour pouvoir gérer ces mises à jour de façon contrôlée. Et donc, je vais lui passer la main et je vais nous faire la petite démo de l'interface. Bonjour. Alors donc, je vais vous parler du mécanisme d'authentification qu'on a mis en place sur EasyParse. Alors il faut savoir que c'est donc un premier jet. Donc on a pour le moment, on s'est concentré sur une authentification en local, sachant qu'on prévoit à terme des authentifications via GitHub ou autre, je ne sais plus comment on dit, fédération d'identité, merci. Alors, comment que ça se passe exactement? Déjà, où est-ce que on... Alors, c'est ça que je veux déjà. Comment que ça se passe? Les utilisateurs locaux, pardon, sont stockés à la racine d'EasyParse dans un fichier que l'on a appelé credentials.json, voilà, qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer déjà. Hop. Donc, je le supprime car quand vous installez EasyParse, ce fichier ne sera pas là au départ. Ce qui fait que lorsque vous essaierez de vous connecter pour la première fois, voilà, on va vous proposer de créer votre premier utilisateur, donc qui sera en fait votre compte administrateur, voilà, qu'on va créer. Voilà. Donc à partir d'ici, ce qui a été mis en place pour le moment, c'est une connexion en basique, donc qui utilise les utilisateurs qui sont dans le credential.json. Donc du coup, pour vous connecter, c'est connexion, aussi bête que ça. Voici. Hop. Voilà. Et à partir de là, vous allez avoir accès à une interface d'administration qui est ici, qui donne accès pour le moment à des choses relativement basiques et voilà. Donc notamment, vous pouvez à partir d'ici ajouter des utilisateurs, alors sachant qu'il n'y a pas de différenciation entre les différents utilisateurs, tous les utilisateurs ont les mêmes droits, on n'a pas encore prévu de droits différents et on ne peut pas en supprimer, sauf si vous le faites à la main directement dans le fichier naturellement. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ici la gestion de l'état des bases de connaissances et des parseurs. Donc, ici vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir ici, l'état. Donc ici ils sont à jour et c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir les mettre à jour juste en cliquant. Donc pour vous montrer rapidement comment que ça fonctionne, je vais mettre les bases de connaissances dans un état qui n'est plus à jour. Hop. Donc je vais me rendre dans le dossier qui les contient et je vais faire un git preve. Voilà. Donc là, j'ai reculé de quelques commits, je ne sais pas combien. Enfin, en tout cas, je me suis mis dans un état qui n'est plus à jour par rapport
au site par rapport au site distant, enfin, comme on dirait, au repository GitHub de référence, voilà. Donc du coup, si ce n'est plus à jour, vous allez avoir plutôt un bouton qui aura cette tête-là. Voilà. Et à partir de là, il vous suffira donc de cliquer, hop, et ça va se mettre à jour. Là, on a de la chance, ça s'est bien passé. Ça se passe toujours bien, de toute façon. Et donc, les parseurs, ça marche de la même manière, à la différence que ce n'est pas le même dossier. Hop, on va faire la même chose. Hop, voilà. Toc. Voilà. Alors, pour ce qui se passe exactement derrière, car c'est quand même des choses qui peuvent être potentiellement automatisables. Il y a une ces commandes appellent des routes d'EasyParse, donc notamment pour connaître l'état d'une PKB, enfin l'état du repository des PKB. Hop, on va appeler la route hop, PKB/status. Oh, oui, effectivement. Donc PKB/status. Hop. Donc qui va nous renvoyer dans le corps de la réponse up to date si c'est donc à jour ou comment on dit déjà outdated, merci, dans le cas où ce n'est pas à jour. Et la même chose pour les parseurs, à la différence que c'est parseurs. Hop. Voilà, donc ça, c'est pour connaître l'état des PKB ou des parseurs. Et donc, sur cette même route, vous allez pouvoir faire un boot avec à l'intérieur du corps de la requête up to date. Si EasyParse reçoit ça, il va faire un git pull pour aller récupérer les commits sur le repository principal. Hop. Voilà donc ce qui se passe derrière quand vous cliquez sur les boutons là. Voilà. Et, et ça s'arrête là. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Non. Ok. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question, comme d'habitude. Donc ça, c'est une partie de la mise à jour, c'est-à-dire récupérer les mises à jour centrales sur une installation locale. Oui. OK. Alors pour le moment, il n'y a pas de mécanisme de... Enfin, la synchronisation se fait seulement du repository central vers un repository local. On ne peut pas encore envoyer les mises à jour locales, enfin on ne peut pas les pusher sur le repository principal. Hein. Bien silencieux. Autre chose? Apparemment non. Bah, je vais repasser la main à Dominique. Oui. Ah, effectivement, comme le fait remarquer Stéphane, ça permet d'éviter d'avoir à réinstaller EasyParse pour mettre à jour les bases de connaissances et les parseurs. En sachant que je précise, jusqu'ici, il fallait redémarrer EasyParse lorsqu'on faisait une mise à jour des bases de connaissances. Maintenant, EasyParse remarque les différents, quand il y a des changements qui sont opérés dans le dossier des bases de connaissances, et normalement, il opère les changements à la volée. Voilà. Pas pratique ce micro. Autre chose? Apparemment non. Donc cette fois-ci, je vais refiler la main.
donc voilà, c'est un peu la fin de la sprint review. Donc là, vous constatez bien qu'on est bien dans le cadre du MVP, hein, du produit minimal viable, dans le contexte de la mise à jour des PKB. Donc on a vraiment tous les éléments de base qui vont nous permettre maintenant d'administrer. Hein, donc on a mis en place un mécanisme d'authentification, on a mis en place un mécanisme de vérification des bases de connaissances et de l'état des parseurs. Et donc on va pouvoir maintenant ajouter autour de ça des compléments et on va s'orienter vers quelque chose qui va être de plus en plus sécurisé et on espère de plus en plus pratique pour interagir et collaborer. On peut enchaîner peut-être, je sais pas si on enchaîne tout de suite sur la suite en fait. Est-ce que je peux poser une question sur les scrappers? Oui. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, les voir, les utiliser, comment ça se passe? Alors, les scrappers, là, en fait, j'ai fait un schéma pour essayer de symboliser le principe, hein, mais chaque scrapper peut être un peu particulier. Donc là, dans le cas de Springer, on se connecte sur une première page qui contient la liste des titres, et puis on balaye cette page et on va rechercher les informations revues, de la revue sur chacune des pages et on remet ça dans un fichier. Si tu veux voir comment ça fonctionne, on peut aller sur... attends, peut-être, ouais, Stéphane peut faire une démo. Oui, vas-y, tiens. Oui, c'est l'occasion. C'est bien, hein. Je tente de faire une petite démo des scrappers, ce sera peut-être plus parlant. Donc actuellement ils sont dans MISC, PKB Scrappers, d'accord. Dedans on en a plusieurs, donc on a les trois dont parlait Dominique, on a ceux de Kern qui ont été développés par Thomas, ACS par Cecilia et Springer par moi. Je vais lancer sur Springer. On va voir si ça marche déjà. Ok, il faut que je mette l'environnement en note déjà. Ok, donc on va juste voir s'il se lance. Ok, voilà. Donc là, normalement, voilà. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de comment dirais-je, moissonner, on peut dire ça un peu comme ça, le site de Springer, les pages HTML du de Springer, et d'extraire les informations qui intéressent, on va dire, la PKB. Donc je vais faire CTRL-C parce que là, ça va durer longtemps. Qui sont le titre donc de la revue, son ISSN ou son, ouais, ça je crois que c'est de l'ISSN, l'autre, enfin je sais plus dans quel ordre, le P ISSN, le E ISSN, ouais. Et ça c'est le PID, donc l'identifiant éditeur qu'on retrouve à la fin de l'URL ici, d'accord. Donc ça c'est le fameux CSV, donc on peut le rediriger vers test.csv ou vers autre chose, et ce qui permet de constituer finalement sa PKB de façon automatique. Donc là, on voit qu'il fait voilà, loading page 1 sur 140, il y a 140 pages à on va dire, parcourir pour pouvoir avoir la PKB complète des journals de Springer. Sachant que chez Springer, il y a d'autres choses, mais aujourd'hui, c'est surtout les journals qui nous intéressent. Voilà. Donc, c'est des bouts de code qui permettent de faire ça. On a la même chose pour Kern, pour ACS, et aujourd'hui, on va dire, c'est pas forcément très normalisé. On a écrit le code, on va dire, de façon un peu pour que ça marche, pour nous faciliter la tâche, pour mettre à jour les PKB. Mais demain, si on veut, d'ailleurs, c'est dans les pistes de proposition, si on veut essayer d'automatiser la mise à jour des PKB, ça peut être intéressant de rentrer finalement les scrappers, qu'ils fassent partie intégrante de la base de connaissances. C'est finalement un élément de la base de connaissances, les scrappers. Ah, ça peut être considéré comme ça.
au même titre que les parseurs, au même titre que les PKB. Ça devient un tout cohérent et on va dire voilà, qu'on pourrait tout à fait packager et rendre potentiellement appelables, qu'on puisse les appeler ces scripts depuis l'interface d'administration dont Yannick a fait la démonstration, on ne retrouve plus l'onglet. Comme ça, tac, tac, tac. Voilà, ici on pourrait imaginer avoir la liste des plateformes, qu'on puisse mettre à jour la base de connaissances de une seule des plateformes et également lancer le scrapper pour, comment dire, essayer de se mettre à jour par rapport à des éventuelles revues qui auraient été rajoutées chez Springer, si on parle de Springer. Et donc après, l'autre élément, c'est dans un futur encore plus lointain, mais l'idée c'est de pouvoir reverser les éventuelles contributions locales qui auraient pu être, on va dire, récupérées grâce à ces programmes automatiques, grâce à ces scrappers, vers un analogiste pour que le reste de la communauté puisse en profiter sans avoir à relancer le scrapper qui peut être long à s'exécuter. Voilà un peu l'idée générale derrière tous ces concepts. Donc je ne sais pas si ça répond mieux à ta question, Dominique. Si, tout à fait, ça répond tout à fait. Je voulais voir comment ça marchait, où c'était, etc. Et oui, ça répond tout à fait. Mais à terme, on pourrait même imaginer d'automatiser le lancement d'un scrapper, de nuit par exemple. Oui, tout à fait, oui. On pourrait tout à fait l'automatiser. Maintenant, vu que c'est long à exécuter, on pourrait le faire sur un analogiste peut-être, avoir une sorte de tâche périodique qui le fasse. Maintenant, oui, c'est tout à fait ouvert et tout à fait possible en fait. Et là, il n'y a aucun obstacle technique a priori. Ouais. En fait, ça utilise on va aller sur Springer. Mais il faut quand même que faut que le site de l'éditeur soit assez bien structuré pour que vous puissiez récupérer des informations, surtout si vous êtes sur des sélecteurs de CSS. Alors, tout à fait. Il faut, en fait, ça dépend de chaque éditeur. Mais là, j'ai plus de souris, donc je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, nous mais pourquoi ma souris marche plus? On a des petits soucis, ouais. Ça doit revenir là. Ah, ça a bloqué. D'accord. Donc effectivement, ça dépend totalement de la structure de. Donc, je sais pas si je clique sur Computer Science. Normalement, voilà, c'est là. Ça, c'était la page de garde. Et moi, je voulais les journals. Tac. Je vais remettre ici. Non, les journals, j'ai dit. Ah putain. Pardon. Je n'y arrive pas. Journals. Et là, j'ai Computer Science, je l'enlève. Là, c'est des facettes, hein, je règle mon truc. Voilà, j'ai mes 140 pages ici. Donc en fait, le scrapper, il se comporte comme si moi, j'allais cliquer un par un sur chaque titre. Donc par exemple, je clique sur celui-là. Là, j'arrive sur ici. Et le scrapper, il va aller chercher cette chaîne de caractères, ici, celle-ci. Il va aller chercher le titre de la revue. Et potentiellement, il pourrait même aller choper la description, mais ça, on s'en fout, dans les eParse. Et également le PID. Ah, le PID dans l'URL qui est le 13.191 dans notre cas, tout là-haut. Donc il prend tout ça et puis on va dire il l'agglomère dans un fichier CSV que EasyParse comprend. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée et donc c'est pour ça qu'il fait, en fait il se comporte comme un navigateur web. Il va parcourir les pages. Là il va cliquer sur Next après pour la page 2, etc. Oui, c'est un, bon, enfin. Alors, à l'ancienne, on appelait ça aspirateur, aujourd'hui, on appelle ça scrapper. Sur le web, quand on cherche scrapper, screen scrapper, c'est ça que ça veut dire, c'est aspirateur de site. Alors voilà, Laurent dit que effectivement, s'il y avait plusieurs niveaux, en fonction de la structure de la plateforme, on pourrait tout à fait imaginer que le scrapper descende dans les différents niveaux du site. Là, il y a deux niveaux. Il y a un niveau, on va dire,
moteur de recherche, puis ensuite on clique sur les fiches de chaque revue. Mais on pourrait peut-être que dans certaines revues, il y aura plusieurs niveaux, et dans ce cas, le scrapper sera légèrement différent. Oui, alors si vous voulez, je peux montrer le code source, mais bon. Je peux monter un petit bout de code source rapidement. Mais... Après, comme j'ai dit, ils sont pas encore normalisés, les scrappers, donc ils sont un peu écrits à l'arrache. Si on veut justement faire partie intégrante d'EasyParse, il faudra qu'on faire une phase de nettoyage et essayer d'avoir un truc un peu plus succinct. Actuellement, il est quand même assez long. Ouais, je prends celui Springer par exemple. Donc c'est du JavaScript, donc on commence par charger les modules dont on a besoin. Request, c'est le module, c'est le client HTTP. Cherio, c'est un module qui va parser le HTML et le transformer en arbre d'homme pour ensuite pouvoir y appliquer des sélecteurs CSS, ce qui permet d'extraire les informations de façon très ciblée et précise dans le HTML. Et puis ensuite, on a des choses spécifiques. Donc là, on a on va dire l'entry point, c'est le moteur de recherche, on cherche sur Journal. Et ensuite, on a une URL avec voilà, pour pouvoir passer de page en page, avec la page IDX, là, qui va être transformée par 1, 2, 3 jusqu'à 140. Donc ça, on va charger successivement ces différentes URL. Et puis ensuite, je voulais montrer voilà, les sélecteurs CSS. Donc voilà comment ça se passe. C'est comme en jQuery, je veux ceux qui connaissent. On va choper l'ID title et on va récupérer sa valeur texte. Donc là, ça va être le titre de la revue. On va faire pareil pour l'ISSN. Potentiellement, il peut y en avoir plusieurs au sens DOM au sens DOM, comment dirais-je, HTML, c'est-à-dire que là c'est une classe CSS pour ceux qui connaissent CSS, donc il peut y en avoir plusieurs, on prend le premier parce qu'on sait qu'il y en a un seul sur la page, on le transforme en texte et puis on retire espace print. Je crois qu'on avait ça si on cliquait sur une des fiches, en fait on regarde avec Firebug, c'est un bon outil, on voit bien que ici on a ça, espace print. Donc espace print, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'on le remplace par une chaîne vide. Donc là, c'est de la syntaxe JavaScript, tout ça. Pareil, tac tac ici, on chope le PID depuis l'URL, la journal URL, on fait un split, machin, on fait un pop, enfin bref, ça c'est des petites astuces. Et on enregistre aussi l'URL. Et toute cette structure, ça va être une ligne du CSV. Voilà, on fait write CSV derrière de la structure de Journal Info qu'on vient de créer juste avant. Donc c'est assez simple, là. On voit que c'est Cherio qui va déclarer l'objet $, qui est l'objet, on va dire, un peu similaire à jQuery, qui permet ensuite d'aller extraire des bouts de la page bien précis qui nous intéressent. Par contre, là, dans cet exemple-là, ils ont été super gentils parce qu'ils donnaient des ID ou des classes qui étaient parlantes. Du genre exactement, PHP, ils ont été très gentils. Ouais. Ils ont été très gentils. Springer est très gentil. ACS est un peu moins gentil. Je peux le montrer si vous voulez, pour montrer qu'il y a des spécificités. ACS a été tu confirmes, c'est Cecilia. C'est Cecilia qui l'a écrit avec moi. Et donc là, on a un exemple où on est obligé de boucler sur des divs. Et à l'intérieur, on ne sait pas trop quel div. En fait, il y a plusieurs divs qui veulent dire plusieurs choses différentes. Et donc, on est obligé de chercher si ça contient print edition ISSN, alors ça veut dire que ça nous intéresse. Et celle-ci, on va pouvoir aller choper les 9 derniers caractères qui sont l'ISSN. Donc là, c'est plus Sioux. Mais c'est parce que l'éditeur est moins gentil. Et on s'en sort quand même, mais ça fait un code un peu plus long. Oui, puis c'est un code aussi un peu plus fragile. Ah, plus fragile également, ouais, tout à fait. Là, on est au bon vouloir de la... C'est un peu comme les parseurs, hein. Si la plateforme, elle change, on va devoir maintenir la scrapper. Tout comme quand on doit maintenir le parseur.
Bon, après, entre maintenir un code source qui va récupérer automatiquement 1500 titres et se tartiner ces 1500 titres à la main, il y a quand même une énorme différence en termes d'efficacité. Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Donc après, dans les orientations, si on voulait parler, je continue sur ma lancée. Donc il y avait bien sûr continuer à développer les parseurs. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un scrapper puisse faire le même travail sur un fichier CSV directement? Parce que certains éditeurs proposent en fait leur base sous forme de fichier CSV ou de fichier XML parfois, mais des fois CSV. Et est-ce qu'on peut imaginer que le scrapper soit capable d'aller sur cette page et de le travailler directement? Ou c'est une idée idiote? Bah alors tout à fait, le scrapper, on va dire à partir du moment où c'est accessible par le web, que ce soit un CSV ou autre chose, ben c'est un programme informatique. Donc derrière, il faudra simplement parser le CSV, éventuellement le nettoyer, le reformater. Si c'est du KBART, ben, et qu'un jour EasyParse et KBART, on va dire, compatibles, là ça sera relativement trivial. Mais ouais, oui, tout à fait, ça serait génial si on avait des CSV. Et à la limite, ça sera même plus maintenable que écrire du code source qui va parser le HTML. Hein. Bien sûr. Donc oui, moi c'est même dans les grandes lignes de la phase 2 d'EasyParse, c'est un des points, c'est essayer de faire des collaborations avec les éditeurs pour ceux qui veulent bien nous mettre à disposition de CSV directement pour nous faciliter la maintenance des PKB. Thomas avait initié des contacts avec Springer. On n'a pas eu de retour. Il faudrait les relancer, mais oui, c'est un énorme chantier ça. Mais vous êtes quand même au courant, Thomas Porquet a dû vous en parler, du truc qui s'est monté, qui commence à la baisse sur un prototype de base de connaissances des ressources numériques. Également, oui. Donc ça, c'est une autre piste qui est inscrite dans les grandes lignes de la phase 2, c'est essayer de travailler avec l'ABS, les initiatives du GISC aussi autour de l'OKB, KB+, etc. Voilà. Pour essayer de s'articuler en fait avec ces initiatives, parce qu'en fait, EasyParse c'est clairement un gourmand en base de connaissances et ça pourrait être une source très pertinente quoi d'informations. Et même EasyParse pourrait contribuer à cette constitution au niveau national de base de connaissances. Donc ouais, ça c'est dans les grandes lignes. Maintenant, faudra enclencher tout ça le moment venu. C'est une autre histoire, mais après plus concrètement, dans le document que Dominique a envoyé tout à l'heure, donc l'idée pour le sprint qui arrive là, donc qui va débuter, qui va durer à peu près un mois, c'est de s'orienter vers bien entendu le développement de parseurs et continuer les analyses en mettant ça donc en top priorité. Donc essayer de voir sur JSTOR, GSW aussi, Navis, Annual Reviews, c'est développer les parseurs pour tout ça. Et également, faut pas forcément se limiter à 4, à voir en fonction des analyses. Et puis après, au niveau de cœur d'EasyParse, l'idée c'était, dans un premier temps déjà, de finaliser la sécurisation du formulaire d'upload et de traitement des logs d'EasyParse, parce qu'on a eu un retour utilisateur de Paris 5 là-dessus, où ils ont mis en place EasyParse chez eux et leur machine est exposée directement sur Internet. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui, ça les gêne un peu parce que n'importe qui peut envoyer des logs sur leur machine, ce qui est le cas d'ailleurs sur Analogist aujourd'hui. Et donc l'idée ça serait de sécuriser, comme ce qu'a montré Yannick tout à l'heure, mais jusqu'à l'envoi de logs pour pouvoir filtrer, on va dire, qui a le droit ou pas de soumettre ces logs à EasyParse. Donc ça c'est finaliser ce travail parce que finalement il a déjà été amorcé par Yannick.
Et donc après, il y a un gros travail sur les PKB. Donc ce qu'on proposait, c'était d'embarquer les scrappers de PKB dans le code source d'EasyParse. Donc de vraiment que ça soit, qu'ils fassent partie au même titre que les parseurs et des PKB, qu'ils fassent partie du code source. Il faut que ça soit vraiment comment dire, normalisé à ce niveau-là, qu'on revoie un peu le code pour le simplifier et le rendre un peu standard. Et derrière, ça serait la première pierre à l'automatisation. Donc alors par des tâches périodiques ou par des clics manuels depuis l'interface d'administration pour mettre à jour et lancer les scrappers. On va dire que c'est une première pierre. Vous avez intérêt à les mettre dans un répertoire séparé pour le GitHub, comme les parseurs et comme les PKB? Ouais, peut-être, ouais. Et pas avec le code source, puisqu'ils doivent eux aussi être mis à jour éventuellement de temps en temps, donc peut-être les mettre à part. Exactement. Il faudrait soit faire un dépôt indépendant, on va voir comment on implémente ça. Mais ouais, tout à fait, je pense que ça sera le cas. Et puis après, c'était finaliser aussi toutes les expérimentations Yannick sur l'authentification GitHub pour comment dire, préparer les possibilités de collaboration donc autour des PKB, c'est-à-dire la possibilité de reverser les PKB vers un allogiste depuis les instances locales. Aujourd'hui, on est capable de faire depuis l'instance centrale vers les instances locales. Mais demain, ce qui est, on va dire, fondamental, c'est de donner la possibilité aux instances locales d'envoyer leur mise à jour à l'instance nationale avec un système de modération et tout ce qui va bien pour que n'importe qui ne puisse pas envoyer n'importe quoi. Donc ça, c'est également un gros chantier que Yannick a amorcé à travers ses expérimentations autour de GitHub. Donc voilà les grandes lignes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, ça dépendra de la complexité des différentes tâches. Mais c'est un peu ça les idées, et bien sûr on est ouvert à toute autre proposition si ça ne convient pas. Mais voilà pour ça. Il est quelle heure? Il est 11h58, il reste 2 minutes pour une dernière question. Sinon, ben, merci à tous les participants, à distance et en local à l'INIST. Et rendez-vous pour le 14 novembre 2013. Voilà. Ok. Allez, bon, on coupe. Merci Dominique. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.